Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 44e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Et ce soir, comme chaque semaine, nous recevons Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine. Alors, pour la petite blagounette, parce que vous voyez Silvano qui est encore un petit peu hilar, ça fait juste un quart d'heure qu'on était en train d'enregistrer et que je n'avais pas lancé l'enregistrement sur Hangout. Donc voilà. On va tout vous redire ce qu'on vous a déjà dit et ce que vous n'avez pas pu entendre. Donc ce soir, nous devrions peut-être avoir Sébastien Martin, un multimillionnaire qui nous a contacté et qui a des choses et des révélations à nous dire. Nous devrions aussi avoir Thierry Jamin qui a reporté l'entretien qu'on avait avec lui il y a 2 semaines. Voilà, et qui donc ce soir devrait être là. On espère qu'il n'y aura pas de problème technique avec le Pérou. Dans tous les cas, nous aurons Laurent Saint-Pierre pour nous parler d'un livre ancien et oublié peut-être, et enfin Aurore pour nous parler du dernier numéro d'Inexploré. Et pour commencer donc la chronique ufologique du groupe UAT, on ne pouvait pas passer à côté de la fameuse annonce exceptionnelle réalisée par la NASA, que d'ailleurs moi j'avais complètement zappé, j'étais passé à côté. Alors, cette annonce, comme quoi il y aurait 7 exoplanètes, t'en penses quoi, Sylvano, quoi? Moi je le sais, mais t'en penses quoi? Écoute, sur UAT non plus, ils sont pas passés à côté. La puissance de la NASA est telle que même sur des groupes en avance, comme sur UAT, les annonces de la NASA elle a été déjà reprise 48 heures avant. La NASA annonçait que le jeudi à 19 heures, heure française, elle allait annoncer quelque chose d'exceptionnel, un truc de fou. Quoi. Ils savent super bien y faire au niveau marketing, ils sont géants. Et donc, je sais pas combien de fois j'ai dû effacer le post de cette annonce qui a été repris par tous les médias mainstream parce que sur les smartphones, ça annonce, s'affiche, tac, 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 alerte, 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 la NASA va annoncer un truc fantastique et sublime. Et donc moi je me dis, mais comment sur UAT ils peuvent se laisser prendre à ça, quoi. Ils vont s'attendre à quoi? Donc après moi je réfléchis, je dis bah oui, comme il y a 10 jours, on avait quand même fait une extraordinaire découverte, que sur Cérès, alors comment on l'appelle Cérès, planète ou pas planète, donc cette planète qui a été découverte entre Mars et Jupiter, il y avait des traces de composés organiques complexes et inconnus sur Terre. Et, donc Cérès, c'est la fameuse planète avec la boule, enfin le cratère lumineux qui a été photographié plusieurs fois l'année dernière. Donc moi je me suis dit bon ben c'est sûr, la NASA en sait un petit peu plus sur ces composés organiques complexes, elle va nous informer là-dessus. Oh bah non, quelle surprise! Ça a été le jeudi à 19 heures, la NASA annonce la découverte à 40 années-lumière d'un système, le système Trappiste, je sais plus, avec 7 exoplanètes qui orbitent autour et dont 3 ou 4 auraient de l'eau. Donc propice à la vie, comme si la vie avait besoin absolument d'eau et de conditions identiques à celles de la Terre pour pouvoir évoluer. Et donc j'ai posté un petit commentaire à 19h01 sur UAT. Oh, tout mon soutien à ceux qui, une fois de plus, ont été bernés par l'attente de nouvelles extraordinaires de la NASA. Restez sur UAT, on y est bien mieux. J'ai eu je sais pas combien de likes, de colère, de cœur, de hey, on aime sur ce post. Ça a déchaîné les foules, quoi. Ah, mais je te jure, je sais pas comment la NASA fait. Bon, la NASA, c'est une puissante machine de communication. Elle a des budgets énormes, donc il faut qu'elle justifie à chaque fois la consommation de ces budgets. Donc, de temps en temps, elle distille comme ça une petite information pour dire, bah voilà, comment on dépense l'argent que le contribuable mondial nous donne pour des conneries, quoi. Voilà, mon cher Antoine. Mais bon, d'un autre côté, la NASA, tu sais, pour pouvoir obtenir les budgets de la part du Congrès américain, elle a besoin de faire ses annonces. Et donc, voilà, on en a au moins 2 par an, on est habitué, on sait que ça donnera rien. Ceci dit, allez, la seule petite information intéressante sur ce système planétaire qui ressemble quand même pas mal au système solaire, c'est que le jour où l'humanité s'autodétruira, on pourra peut-être construire un grand vaisseau spatial comme dans Star Trek ou dans Cosmos 99 pour voilà, aller
vivre et nous réfugier là-bas à 40 millions d'années-lumière. C'est beau. Ouais, la meilleure solution, c'est de prendre conscience de notre Terre et de ne pas la détruire, quoi. Ah ouais, c'est pas con ça aussi. On leur dira. Ok. Allez, sinon un autre, ou j'allais dire un autre sujet sérieux, quoi. Un vrai sujet sérieux cette fois-ci, c'est abordé cette semaine sur UAT. Oui, parce qu'il y a eu quand même la fusée SpaceX qui est partie ravitailler notre cher ami Thomas dans l'ISS. Puis tu sais que SpaceX, Elon Musk a voulu une fusée qui aille et qui revienne. Donc a été filmé le retour sur Terre de la fusée SpaceX. Et puis je me suis amusé, tiens, on va voir un petit peu image par image, qu'est-ce qui se passe dans cet enregistrement. Et tout de suite, à 0,10 secondes de cet enregistrement du retour de SpaceX, on voit un ovni, quoi, littéralement ovni, ça veut dire objet volant non identifié. C'est une boule, comme ça, hein, avec un petit tuyau qui sort. Et alors, cette boule m'a immédiatement fait penser à la fantastique vidéo de notre ami Chris Esson, la démonstration mathématique qu'un ovni, toujours objet volant non identifié, avait détruit SpaceX sur son pas de tir, tu t'en souviens Antoine? Et c'est exactement le même qui est passé juste à côté de la fusée SpaceX. On le voit super bien. J'ai réussi à en prendre deux, trois images assez haute définition. C'est surprenant. Et il se passe vraiment quelque chose avec cette fusée SpaceX et Elon Musk, quoi. J'ai vraiment l'impression que Elon Musk, comme je leur avais rappelé dans sa théorie qu'il avait annoncé à la presse que nous vivions dans une simulation, est en train d'essayer de démontrer que nous vivions vraiment dans une dissimulation et que on l'empêche de le faire, quoi. Alors, on va savoir ce qu'il a détruit cette fois-ci, hein. Peut-être l'enregistrement qu'il avait fait, les serveurs qu'il y avait dans la fusée. Ça, je sais pas s'il va se prononcer là-dessus. En tout cas, on a envoyé les images à Elon Musk. On verra bien s'il réagit à ça. Bon, affaire à suivre. Un troisième petit point. Oui, j'ai publié deux fois quand même sur un petit peu d'histoire, parce que comme il y a des nouveaux membres et que des fois on a des jeunes qui pensent que l'ufologie est née là il y a peu de temps. C'était une rétrospective assez sympathique des années 70 sur le phénomène OVNI, qui recoupe pas mal de gens qui témoignent à la télévision de ce qu'ils ont vu. Donc avec soit c'est du noir et blanc, soit c'est déjà du couleur, avec typiquement comme ils étaient habillés dans les années 70. Et c'est à croire que plus on avance, plus on régresse en France, hein, tout du moins, parce que maintenant, quand les idiots journalistes font une émission sur les ovnis, c'est juste pour se moquer, hein, c'est-à-dire venir habillé en petit homme vert, en petit homme gris, pour dire tiens, on va se foutre de la gueule de ces gens-là qui croient aux ovnis, quand on passe pas pour des conspirationnistes. Cela démontre la mainmise des médias sur l'actualité et la façon dont nous sommes manipulés au quotidien dans tous les domaines. Et l'autre, c'était avec des coupures de presse entre l'après-guerre jusqu'à peu près l'an 2000. On voit dans tous ces petits journaux quotidiens qui disparaissent petit à petit tous ces gros titres de témoins, encore une fois, qui ont vu des ovnis, alors que ce soit facteurs, policiers et ainsi de suite. Et je posais au groupe la dernière fois qu'ils avaient vu dans leur quotidien régional un gros titre sur un témoignage sur les ovnis. Là aussi, on continue à régresser. La chape de plomb en France fait de plus en plus lourde. Et il y a de moins en moins d'émissions sur l'ufologie, de moins en moins de témoignages sur l'ufologie, parce que les gens, de plus en plus, prennent peur. Demain, quelqu'un voit un ovni se poser dans son jardin, je suis pas sûr qu'il va aller le commenter à la presse, puisqu'il sait que on va se moquer de lui, quoi. C'est bien triste d'en arriver là. Non, je suis pas sûr. Demain, tu as un ovni qui atterrit sur le jardin de n'importe qui. Je pense qu'au contraire, ça sera filmé et envoyé directement sur tous les réseaux sociaux pour faire le buzz. Donc tu vois, je suis pas tout à fait sûr que ça soit caché. Au contraire, les gens voudront faire le buzz avec. Quand je vois le buzz, les annonces, certaines vidéos qu'il y a sur YouTube, sur notre groupe, des trucs quand même assez fantastiques. Tiens, on pourrait parler du nombre impressionnant
de chercheurs de vérité qui scrutent les images qui sont retransmises par toutes les sondes qu'il y a autour du Soleil. Il y en a beaucoup, des sondes autour du Soleil. Donc c'est des vidéos assez caractéristiques où toujours le Soleil est caché par une plaque évidemment en métal, hein, pour pas que on pour qu'on puisse voir quelque chose. Il y a même des groupes qui sont spécialisés. UFO Near the Sun, donc OVNI près du Soleil. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'autant quand on se branche sur les webcams de l'ISS, dès qu'il y a un OVNI qui apparaît, le flux a été coupé soit avant, donc on le verra pas, mais soit ils l'ont raté, il est coupé pendant que l'OVNI passe à travers l'ISS. Autant là, sur ces flux qui sont directs sur ces sondes qui sont autour du Soleil, ils sont pas coupés. Donc les images sont évidemment, comme c'est autour du Soleil, elles sont évidemment beaucoup plus floues. Et c'est plus, c'est plus de la déduction par ombre. Mais par contre, c'est complètement bluffant, quoi. Hein. Il n'y a pas une journée sans observation magistrale. Et on y voit de tout. On y voit des engins vraiment extraordinairement grands, certains de la taille de la Terre. Donc là, pour ta volonté de partir, tu vois, aller rejoindre les exoplanètes dont on parlait plus tard, c'est carrément faire un vaisseau planète, hein, pour pouvoir le rejoindre. Mais il y avait par exemple un énorme ovni cigare cette semaine. Il y avait un cube. C'est assez bluffant. Et tous les spécialistes sont d'accord pour dire que de toute façon, ça peut pas être ni des effets de lentilles, ni des effets de flair ou quoi que ce soit. C'est vraiment des objets, vaisseaux, on ne sait pas ce que c'est, qui passent autour du Soleil. En tout cas, il y a une activité autour du Soleil qui est dantesque, hein, et dont on parle très peu. Donc, la preuve, les quotidiens régionaux pourraient faire le buzz avec ça, avec des photos qui sont issues, qui sont assez fantastiques. Le petit ovni qui passe autour de SpaceX, l'image, elle est claire, elle est nette. Tu n'as jamais entendu parler ni dans les médias, ni dans les journaux. Ça restera dans les réseaux sociaux, cloîtré dans des groupes ufologiques, où on va dire que on est un peu zinzin, quoi. Il y en a un qui va dire que c'est un ballon d'hélium, il y en a un qui va dire que c'est un débris de la fusée, un débris parfaitement lisse en forme de boule, fantastique, quoi. Ok, bon, mais en tout cas, merci pour ce nouveau tour d'horizon du AT cette semaine. Moi j'ai deux annonces à faire. La première, c'est que le mercredi 8 mars, nous allons mettre en ligne une rencontre hors du commun exceptionnelle avec Mauro Biglino, voilà, que nous avons tourné avec Silvano et Catherine Veul pour la traduction, une partie de la traduction, Silvano a fait l'autre partie. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment un document qui est assez exceptionnel et où Mauro nous a parlé vraiment à cœur ouvert. Donc ça sera pour le mercredi 8 mars. Du coup, je me mets la pression, hein, parce que comme c'est annoncé, il faudra que ça sorte pour le 8. Et pour la semaine prochaine, enfin, ça y est, je lance officiellement la page Tipeee de Miasme TV. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi toute cette histoire, j'ai souhaité en fait pouvoir trouver un moyen de rémunérer les intervenants qui venaient régulièrement sur la chaîne faire des conférences, des émissions. Et pour ce faire, le seul moyen effectivement de pouvoir partager un petit peu de l'argent avec ces gens-là, mais c'est par le principe du crowdfunding, hein, du projet participatif. Et la plateforme la plus appropriée pour cela, c'était Tipeee, qui vous permet en fait de pouvoir vous abonner entre guillemets, c'est-à-dire donner régulièrement tous les mois et puis vous désabonner quand vous le souhaitez, pour d'une part montrer que vous soutenez Miasme TV, et d'autre part ça va vous donner aussi accès aux tipeurs, donc à ceux qui seront abonnés Tipeee, ça va vous donner accès à un certain nombre d'émissions qui sont exclusives pour Tipeee. Et la première émission, eh bien, elle va sortir le 1er mars, le jour de l'ouverture de Tipeee. Ça s'appelle « Et si on parlait vraiment d'ufologie ?» et c'est une table ronde avec Silvano, Margret, Pam, que vous allez découvrir, et moi-même. Et pour vous donner un petit avant-goût, allez, je vous montre le générique qui est tout frais, tout neuf, sorti du four, même Silvano ne le connaît pas. Générique.
Ah bah il est super ton générique. Je peux quand même préciser que moi par contre je ne suis pas rémunéré parce que je voudrais pas qu'ensuite il y en a qui disent. Voilà. Tout à fait. Et tu fais bien de préciser, donc ce sont les intervenants externes qui seront rémunérés. Tout est expliqué sur la page Tipeee, c'est simple. Hein. Chaque mois, je vais relever ce qui aura été donné par les tipeurs. Je vais retirer de cette partie-là la partie prise par Tipeee, la partie des impôts, parce que voilà, je serai imposé là-dessus, la partie aussi des contreparties que l'on propose. Entre autres, il y a une contrepartie où vous aurez droit à un objet exclusif différent chaque mois avec un visuel qui sera créé par Alex Esco, voilà, et qui sera aussi intéressé sur chaque contrepartie. Et une fois cette somme obtenue, elle sera divisée par deux, une partie qui sera conservée pour la chaîne et qui nous permettra d'investir dans du matériel, dans un drone, ce genre de choses, et l'autre partie qui sera redistribuée équitablement en fonction du nombre de clics du mois à chaque intervenant, à chaque personne qui aura fait une vidéo avec nous sur Tipeee. Donc voilà. Donc ça se passe à partir de là, dans quelques jours, mercredi 1er mars, en ligne, l'émission. Et si on parlait vraiment d'ufologie, et le premier épisode, c'est sur les chemtrails et la géo-engineering. Voilà. Bon, écoute, Sylvano, on va en profiter pour accueillir Monsieur Laurent Saint-Pierre, le rescapé. Vous imaginez, un Marseillais qui va à Paris. Quand il revient avec 2 guibolles cassées, 3 côtes fracturées, des dents en moins. Comment ça va, Laurent? C'était pas pour un match de foot, hein, Paris-Marseille. Hein. C'était pour visiter Paris. Hein. Bon, comment tu vas? Bon, c'est que le genou qui a morflé un peu, c'est ça? Ouais, le genou, l'épaule et un peu le dos, quoi. Bon, quand même. J'ai fait une semaine d'hôpital à Paris et j'en ai refait à peu près 8 jours ici à Marseille. Eh bah, t'as bien visité Paris comme ça. Ouais, j'ai visité 2 jours, j'ai fait le Louvre un petit peu. J'ai eu du soleil, donc j'ai eu de la chance et je savais pas que Paris était aussi beau, ensoleillé. Alors comme ça, tu as eu le temps du coup de préparer, de lire, voilà, et de nous préparer une belle rubrique pour ce soir. Alors, de quel livre tu vas nous parler ce soir? Alors ce soir, je vais vous parler de ce livre-là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous-même l'avez lu. Cosmologie Maya et théorie quantique de Carl Johan Kalman. Non, je ne connais pas. Moi non plus. Et c'est un livre qui traite qui a 2 objectifs en fait, quelque peu différents. Il présente une théorie, une alternative au darwinisme. Et aussi, il pose un petit peu les bases des questions existentielles qu'on peut se poser, que chaque être humain peut se poser un peu une fois dans sa vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Et d'où je viens? C'est un livre aussi qui est écrit à l'attention des chercheurs de vérité, pour tous ceux qui se posent des questions sur je dirais, le doutage de tout ce qu'on peut nous raconter au sujet de l'évolution de la vie sur Terre, de ses origines. Donc c'est un livre qui est très bien écrit et c'est un peu un complément je sais pas si vous connaissez cet homme qui était quand même assez fabuleux et qui est mort d'un cancer il y a quelques années, qui s'appelait Carl Lundgold, qui était un grand spécialiste du calendrier Maya et qui avait toujours décrié la date du 21/12/2012 comme étant tout à fait fausse et une supercherie en fait, que c'était un amalgame de choses qui était pas à faire. Hein. D'accord, non, je le connais pas. Par contre, ce livre, il est sorti en quelle année Ce livre, il est sorti, je vais vous le dire tout de suite parce que ça, je l'ai pas noté. Il est sorti en 2010 et on peut, si le sujet intéresse les gens, ça parle de cosmologie, mais à la portée de tous, et de théorie quantique. Ça pose les bases et les fondations de la théorie quantique par rapport à l'évolution, à l'arbre de vie et à la place de l'homme dans l'univers. Donc, c'est un complément aussi à des vidéos qui sont faites sur YouTube, des interviews de ce Carl Johan Kalman, qui est canadien en fait et qui parle le français, mais les vidéos sont sous-titrées en anglais. C'est un livre très intéressant que, bien entendu, que je conseille aussi. Ouais. C'est un complément d'un petit peu la race de la Genèse qu'on avait présenté plus tôt. D'accord. Et est-ce que ce livre apporte quelques réponses
à des questions qu'on se pose? C'est toujours pareil il met en balance le darwinisme et la création. Et quand on lit ce livre, on se rend bien compte que les mainstream et la science officielle nient beaucoup de choses et éloignent les gens de la vérité. Enfin, pas faire de parti pris pour ce livre, hein, mais c'est vrai que ça laisse songeur sur quant à nos origines, toujours. Oui. Ok. Ça apporte des réponses aussi par rapport à l'archéologie maya et à l'archéologie égyptienne, la corrélation qu'il y a entre ces deux peuples. Ah, il fait la corrélation entre les deux. Ouais, aussi, oui, Entendu. bien sûr. Ouais, tout à fait. Donc c'est très intéressant et c'est aussi facile à lire qu'un roman. Donc ce sont pas des livres qui sont prises de tête. Ce sont des livres où on n'a pas besoin de dictionnaire à côté pour comprendre ce qui est écrit. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai relevé, c'est un petit peu en droite ligne avec Top Secret parce que ça s'adresse beaucoup aux chercheurs de vérité. Voilà. Ok. Surtout. Il le dit lui-même, hein. Il l'écrit en préface du livre. Qu'il est surtout adressé aux néophytes et aux chercheurs de vérité. À tous ceux qui se posent des questions quant à nos origines et à notre but sur Terre et d'où l'on vient et ce que l'on fait là. Ok. Donc tu nous rappelles le titre du livre? Cosmologie maya et théorie quantique de Carl Johan Kalman. Entendu. Bon, bah écoute, on te remercie, Laurent, de cette nouvelle proposition. Puis on t'attend, bah, écoute, la semaine prochaine si tu veux. Hein, s'il t'attend d'en lire un autre pour compléter notre bibliothèque. Avec plaisir. Antoine et Sylvano. Ciao. Ok, et prompt rétablissement. Hein. Au revoir les amis. Au revoir. Eh bien, nous allons recevoir donc immédiatement Sébastien Martin. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Antoine. Alors, Sébastien, toi tu nous viens du Québec, c'est ça? On l'aurait pas Pas entendu. du tout. Pas du tout. Non, je suis de Royan en Charente-Maritime et j'ai habité au Québec pendant 4 ans et aujourd'hui j'habite en Colombie-Britannique au Canada. D'accord. Puis ça fait 16 ans que j'habite au Canada maintenant. Mais tu as gardé un accent. J'ai gardé un accent francophone, oui, québécois ou français. Petit accent canadien, moi je trouve. Ah oui? D'accord, ok. Alors, Sébastien, alors nous on a souhaité te faire intervenir sur Miasme TV parce que tu es conférencier. Alors, t'es venu à nous, hein, c'est toi qui nous a contactés pour alors d'une façon un petit peu bizarre. C'est vrai que c'était la première fois qu'on nous contactait en disant bonjour, je viens de vendre mes sociétés, j'ai pour 15 millions d'actifs, etc. Donc voilà, on savait pas trop comment prendre la chose, savoir si tu étais un plaisantin ou pas, parce que tu sais, des fois on reçoit des gags comme ça. Et donc toi tu es le fondateur d'un site qui s'appelle nsuho.com, nsuho.com. Et visiblement dans ta vie il t'est arrivé quelque chose, tu as fait une rencontre assez particulière, c'est ça? Oui, alors bon, pour commencer, j'étais patron d'entreprise pendant plus de 12 ans. J'avais une multinationale, donc j'avais des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. Et donc j'étais dans l'industrie du miel, donc des produits alimentaires principalement. Et on avait une distribution à travers le monde, donc dans à peu près 45 pays. Et donc moi, j'étais en charge de mes employés à travers le monde et de mes sociétés. Et en 2011, finalement, j'ai eu une certaine révélation quelque part, puisque je me suis rendu compte que pendant la nuit, donc j'ai eu un rêve assez marquant quelque part, puisque bon, ça aurait pu être un rêve comme un autre, mais disons que quand je me suis réveillé le matin, j'avais donc cette vision de cet adolescent en fin de compte qui me regardait très très vraiment proche de moi. Je peux même pas voir son menton tellement qu'il était proche de moi, avec un grand sourire.
Sauf que son visage était un petit peu différent d'un visage humain. Donc, il avait comme des pommettes assez élevées, des yeux assez larges, assez écartés les uns des autres. Et il avait l'impression de me reconnaître, de savoir qui j'étais, etc. Mais bon, moi, j'avais aucune idée de savoir qui il était réellement. Mais bon, encore une fois, quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit, bon, bah, c'est juste un rêve, j'ai pas vraiment fait attention. Et je suis parti au travail, et en allant au travail, cet adolescent était vraiment encore devant moi. C'est-à-dire que je le voyais encore pendant toute la journée. Donc, il m'a suivi, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Et ça m'a un petit peu choqué quelque part, puisque c'est vraiment la première fois que ça m'arrivait. Et donc, lorsque je suis reparti chez moi le soir même, j'ai décidé déjà, ma femme est partie se coucher, ma fille aussi, et on a mangé ensemble, et donc je me suis assis sur mon divan autour de 22h30 à peu près. Et quand je me suis assis, donc, j'ai décidé de fermer les yeux et puis de savoir ce qui allait vraiment se passer, comme être un petit peu à l'écoute de ce qui se passait réellement, parce que bon, ça m'a un petit peu choqué et je ne sais pas trop comment réagir, comme méditer sur la question quelque part. Et quand j'ai fermé les yeux, au bout d'une seconde, finalement, j'ai senti comme une sorte d'ouragan. C'est assez difficile à expliquer. Le tourbillon, oui. Tourbillon autour de moi, assez puissant quelque part. Et ça m'a un petit peu choqué aussi là aussi. Là, j'ai fermé les yeux. Donc, j'ai fermé les yeux déjà à ce moment-là. Ça a duré quelques secondes. J'ai ouvert les yeux et là, je voyais cet adolescent devant moi dans mon salon. C'est-à-dire qu'il était physiquement présent comme je verrais une autre personne physiquement. C'était assez choquant. Et ton épouse était dans la maison à ce moment-là? Elle dormait avec ma fille. Et donc, j'étais tout seul. C'était vraiment très silencieux. Et lorsqu'il s'est présenté, en fin de compte, moi, j'étais déjà en fin de compte dans le noir, puisque dans la cuisine, j'avais encore de la lumière. Mais pas dans le salon. C'est-à-dire qu'il y avait une communication entre les deux salles, mais c'était quand même assez sombre quelque part. Mais je voyais cet adolescent devant moi de manière très distinctive, c'est-à-dire que je pouvais voir une sorte de halo, enfin une sorte d'énergie qui émanait de sa personne. Et je pouvais très très bien le voir, donc avec ses yeux bleu perçant, avec un uniforme bleu. Et encore une fois, il n'était pas aussi grand, il faisait peut-être 1m80, 90 maximum. Et il me regardait toujours avec ce même sourire que j'avais vu pendant la nuit et pendant toute la journée. Et il me parlait pas. C'est-à-dire qu'il me regardait simplement et il était très content de me voir. Et moi, par contre, ça m'a choqué. Donc, j'ai essayé de me lever pour essayer de savoir vraiment, de confronter cet individu. Et je ne pouvais pas bouger. C'est-à-dire que j'étais vraiment ancré sur mon divan et je ne pouvais même plus fermer mes yeux, les ouvrir. J'étais vraiment scotché sur cette personne-là et je pouvais plus bouger. Et quand j'essayais de parler, donc en pensant qui c'était cette personne, j'ai pas pu parler. Donc j'étais vraiment cloué sur le divan et à la merci de cet individu. Voilà. Et tu ressentais de la peur? Tu ressentais quoi? Au départ, pas vraiment de la peur. Je me sentais, disons que mon espace était un peu envahi quelque part, oui. Mais je pensais pas que c'est comme un intrus qui venait me cambrioler ou quelque chose comme ça, puisque déjà d'une part, il ressemblait à quelque chose de très très différent et il émanait une certaine énergie qui me calmait quelque part aussi. C'est-à-dire que c'était plus une sorte de dialogue qui commençait, mais sans que je me rende compte à ce moment-là, en fin de compte, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, je vois. Donc, quand j'ai commencé, en fin de compte, de manière télépathique à penser qui es-tu, qu'est-ce que tu fais ici, il m'a répondu en me disant que son nom était Zoar, donc c'était Z-O-A-R, donc il me l'a appelé, et il me disait qu'il faisait partie de la Fédération Galactique ou de l'Alliance Galactique. Voilà. Alors moi à l'époque, il faut savoir que j'avais aucune idée des extraterrestres, des enlèvements. Oui, voilà, je voulais te poser la question. On est à peu près en quelle année là? Alors ça, c'était en novembre 2011. En 2011, et puis à part ce que tu pouvais en voir au cinéma, dans les blockbusters, ou X-Files à la télé, ça s'arrêtait là. Ouais. Fiction. Voilà, c'était la fiction. Pour moi, c'était pas réel. Il y avait aucune base sur ce principe-là. Même lorsqu'on me parlait de niveau de conscience, etc., de méditation, des choses comme ça, c'est quelque chose qui
qui me parlait pas vraiment. C'est-à-dire que ma mère, elle, était beaucoup plus penchée sur le sujet puisqu'elle avait fait de la méditation transcendantale depuis toute sa jeunesse. Elle a essayé de m'initier à ça quand j'avais 9 ans. Donc, j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de près 14 ans et après ça, j'ai un petit peu abandonné le sujet. Puisque bon, mes parents, en fin de compte, étaient divorcés depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Donc, j'avais, on va dire, l'habitude de partir d'un parent à un autre et puis de faire l'aller-retour constamment pendant toute mon adolescence et ma jeunesse. Donc, finalement, je n'étais pas trop ouvert à ça, on va dire, puisque mon père était très cartésien, c'était aussi un homme d'affaires, donc lui, c'était un petit peu la stabilité qui m'apportait dans mon univers. Et alors que ma mère, elle était beaucoup plus nomade, elle était plus justement dans cet univers-là que je n'arrivais pas trop à comprendre et à suivre, puisque elle avait une sorte de révélation qu'elle avait eue à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle a eu un accident de voiture et elle est morte. Donc à l'hôpital et elle a été comme ressuscitée, c'est-à-dire qu'elle est allée dans le tunnel blanc avec, elle a vu les êtres, etc. Elle est revenue dans son corps. Enfin bon, elle a eu tout ce genre d'expérience. D'accord, elle a fait une NDE. Une NDE, voilà. Et voilà. Et moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me touchait puisque c'est pas vraiment une expérience que j'ai eue personnellement. Donc, on va dire, je respectais ses convictions, mais sans plus. Voilà. Donc pour moi, lorsque j'ai eu ce genre d'expérience, c'est sûr que ça m'a vraiment choqué et ça a complètement chamboulé un petit peu mon univers. Forcément, on passe de l'univers des affaires où c'est ce qui compte, c'est la rentabilité, le chiffre, la gestion, etc. à un jeune homme dans ton salon qui dit je fais partie de la Confédération Galactique. Alors et, du coup, pour toi, la Confédération Galactique, ça te parle à ce moment-là ou Pas du tout. Déjà, je savais même pas trop si ça existait ou finalement, ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis une personne assez critique par rapport à mes expériences. Il faut savoir que avant cette rencontre, j'avais eu des visions. C'est-à-dire que ce sont des visions qui assez prophétiques quelque part, des visions de tremblements de terre, de tsunamis, des choses comme ça, de l'île où je vivais. C'est-à-dire que je suis sur l'île de Vancouver. Et on est en une zone à risque au niveau des tsunamis et tremblements de terre. Et c'est quelque chose qui me venait assez rapidement depuis que ma femme était enceinte, en fin de compte, depuis 2009. J'ai eu beaucoup de visions qui me sont arrivées, à peu près trois visions par jour, et qui créaient assez de stress dans ma vie. Donc j'avais du stress, j'avais de l'anxiété. Et donc en novembre 2011, j'ai fait appel à une hypnothérapeute pour finalement s'occuper de ces visions-là pour m'aider avec mon stress et mon anxiété. Voilà. Bon, il faut savoir que déjà depuis l'âge de 16 ans, j'avais eu ce genre de vision que j'utilisais plus pour, on va dire, amadouer, enfin, on va dire pour essayer de draguer un petit peu les filles. C'était un petit peu comme ça que j'utilisais. C'était pas vraiment quelque chose dont j'avais l'habitude. ça marchait? Non, pas trop. Alors, il faut savoir que bon, j'ai eu ce genre de vision très jeune. Après coup, lorsque j'ai rencontré ma future femme, elle en a eu peur. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que j'ai eu ce genre de vision avec elle, en sachant que j'aurais pu la voir en train de mourir ou qu'on se sépare, des choses comme ça. Donc finalement, j'ai bloqué ce genre de vision pendant plus de 10 ans. Ok. Voilà. Et donc, rien pendant 10 ans, et un beau matin, donc, ce fameux jeune homme dans ton salon. Voilà. Alors, il faut savoir que la semaine auparavant, j'avais déjà pris le rendez-vous avec l'hypnothérapeute pour justement essayer de résoudre mes problèmes d'anxiété et puis de stress, puisque ça me perturbait dans mon travail, puisque tous les jours, j'avais ce genre de vision, des choses comme ça, et c'est vrai que c'était assez perturbant, et j'essayais de grossir mon affaire. On faisait plus de 12 millions de chiffres d'affaires par année. J'avais énormément de responsabilités, donc c'est sûr que j'avais beaucoup de choses à gérer et ça perturbait mon travail et je voulais m'en débarrasser. Voilà, tu te souviens, Sébastien, de quel type d'hypnothérapeute et quel type d'hypnose tu as subi? De l'ericksonienne, du QHT? Aucune idée. Cette femme-là, en fin de compte, elle s'occupait plus de personnes qui, par exemple, voulaient arrêter de fumer. Elle s'occupait des personnes qui avaient une grossesse pour les aider un petit peu avec une grossesse, des choses comme ça, des choses très très simples, rien à voir avec Oui. les visions ou avec les ovnis, quoi que ce soit. D'ailleurs, elle n'était pas du tout croyante dans ce domaine-là. Oui. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit écoute, je peux très bien t'aider avec ce genre de vision. Ça ne veut pas forcément dire que j'y crois,
mais je vais pouvoir t'aider avec le principe pour essayer de gérer un petit peu ce qui se passe dans ta vie. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'elle a approché. Et lorsque je suis allé la voir une semaine et demie après coup, je vais pas parler de cette rencontre avec ce genre d'extraterrestre qui est arrivé dans mon salon. Pour essayer de revenir un petit peu sur le sujet, il faut savoir que lorsqu'on a eu ce genre de conversation pour à peu près 15 minutes, ce qui m'a semblé être 15 minutes, lorsque la conversation s'est arrêtée, et j'ai repris, on va dire, contrôle de mon corps, et je me suis levé en pensant que je l'avais imaginé. C'est-à-dire que je pensais que j'étais vraiment, j'avais perdu la raison, des choses comme ça. Donc là, je commençais en fin de compte à partir dans ma cuisine. J'ai pris une tasse de thé que je m'étais versée plus tôt. Je commençais à la boire et là, je me suis aperçu que c'était glacé. Quand j'ai regardé l'horloge dans ma cuisine, je me suis aperçu que j'avais à peu près 2h30 de temps qui manquait. Voilà. Donc j'avais perdu pas mal de temps pendant cette conversation en pensant que ça avait duré que 15 minutes. Et physiquement, donc, il ressemblait à quoi? Un être humain? Il avait des sourcils, des cheveux ou... Oui. Il ressemblait à un être humain quelque part, mais c'est sûr qu'il était il était différent. Bon, il était athlétique, il était assez grand, il avait des yeux très écartés les uns des autres. Il avait des pommettes assez hautes, ok. La couleur des cheveux, s'il te plaît. Alors, il était pas blond, c'était comme brun. Mi-long. Alors, c'était mi-long, mais le problème, bon, ses cheveux, c'était un petit peu comme une sorte je sais pas trop au niveau des détails, au niveau des coupes, mais c'était comme s'il y avait une sorte de brushing. Là, c'était c'est vraiment très élaboré. Mais on aurait pu dire que ça aurait été être une sorte de surfeur californien, mais sans en être un, par exemple. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais le décrire. Mais une peau très belle. Il avait une complexion incroyable. Qui brillait presque un peu. C'est plus par rapport à son énergie. Donc, il avait une énergie qui brillait autour de lui, tout autour de son être. Physiquement, lorsque je le voyais face à face, je pouvais pas vraiment voir l'énergie qu'il y avait devant lui. Il y en aurait peut-être une, sûrement, mais moi, je voyais plus au niveau des contours, en fin de compte, autour de lui. Et tu disais tout à l'heure qu'il était en uniforme bleu. Cet uniforme, il était moulant, il était comment? Très moulant, et il avait une ceinture grise, et les chaussures étaient à peu près de la même matière. C'est une sorte de combinaison que, par exemple, les plongeurs sous-marins utilisent. Donc vraiment quelque chose de très moulant, voilà. Ouais. Et t'as pu remarquer une sorte d'écusson, d'énuforme? Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Pendant cette rencontre, il y avait aucun écusson, il y avait rien. Vraiment très standard. Et c'est seulement pendant mes séances d'hypnose par la suite que je me suis aperçu que ces écussons-là sont apparus. Mais c'est venu plus tard. C'est-à-dire que lorsque je me suis présenté à cet hypnothérapeute, je lui ai pas parlé de Zohr tout de suite. Je lui ai dit que déjà je voulais, on va dire, se débarrasser de mes visions. Et elle m'a demandé finalement quand mes visions ont commencé, à quel âge. Et j'ai dit qu'à l'âge de 16 ans, j'avais eu beaucoup plus de visions. Et lorsque j'ai commencé à décrire mon environnement, donc c'était le soir, et je regardais au-dessus de moi, et j'ai vu qu'il y avait une sorte j'ai décrit ça comme on va dire la base d'une soucoupe, d'une tasse, plus d'une tasse, pas une soucoupe volante, hein, une tasse ordinaire, sans savoir vraiment ce que c'était. Et lorsque j'ai regardé mes pieds, je me suis aperçu que mes pieds quittaient le sol. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est présenté pour commencer. Et lorsque je me suis retrouvé en l'air, mon corps s'est mis tout de suite sur le dos et je suis rentré en fin de compte dans une soucoupe volante, les pieds en premier. Et ce sont des grilles assez grands qui faisaient au moins 2,30 m, 2,40 m, qui étaient présents dans cette salle, qui était assez ronde. Il y avait une lumière assez incroyable, une lumière bleuâtre sur ma gauche, et il y avait des êtres de toutes parts, c'est-à-dire qu'il y en avait à gauche, à droite et derrière moi. Lorsque je me suis retrouvé sur le dos, j'ai pas vraiment senti de plateforme ou de table, quoi que ce soit. J'avais l'impression de léviter. Et on m'a mis une sorte de casque sur la tête et des intraveineuses sur le bras droit. J'ai pas trop senti quelque chose sur le bras gauche, mais c'est à ce moment-là que finalement ces êtres-là, ces gris, ont commencé on va dire, à s'engueuler. Donc ils ont commencé finalement
a utilisé un son assez incroyable, une sorte de brrr, assez bref, et ça s'est arrêté. Et à ce moment-là, donc, l'hypnothérapeute a arrêté la session parce que ça l'a fait paniquer. C'est-à-dire que elle, de son côté, ça la faisait paniquer. Pour moi, en étant critique, puisque je réalisais que ce que je vivais, j'étais très très conscient de ce que je disais. Donc finalement, je pensais que je l'imaginais. Voilà, que j'avais une imagination débordante, que c'était pas réel, toutes sortes de choses qui me passaient par par la tête. Et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'étudier le sujet pour justement m'aider dans mes sessions futures. Et on s'est revus donc une semaine et demie après, 2 semaines après. Et lorsqu'on s'est retrouvés ensemble, on a recommencé la même session et ça s'est répété. C'est-à-dire que j'ai revécu exactement la même session, la même expérience. Et lorsqu'on est arrivé en fin de compte à cet argument avec ce genre de voix assez profonde, elle m'a demandé ce qu'il disait. Et là, en fin de compte, bon, déjà pour commencer, je lui ai dit, mais comment est-ce que je peux leur poser une question si on parle pas le même langage? On parle pas moi, je parle en français ou en anglais, et eux, ils parlent extraterrestre. Et ils m'ont dit, bah, c'est pas grave, avec ton subconscient, tu vas pouvoir leur poser des questions, ils vont te répondre de manière intelligente. Donc, j'aurais posé une question, savoir pourquoi ils s'engueulaient comme ça. Et là, ils m'ont répondu que finalement, ils ne pouvaient pas me toucher parce que j'avais déjà été manipulé. C'est un petit peu le mot qu'ils ont utilisé. En anglais, c'est tampered with. Donc, c'est un petit peu le mot qu'ils ont utilisé sans savoir exactement ce que ça voulait dire. D'ailleurs, l'hypnothérapeute m'avait posé la même question et je lui ai dit, je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire. Et lorsqu'elle m'a demandé de leur demander ce que ça voulait vraiment dire, ils m'ont rien dit. C'est-à-dire que c'était le silence complet. Donc t'aurais été abducté encore beaucoup plus jeune finalement. Aucune idée. Encore une fois, je n'étais pas vraiment dans un état où je peux vraiment analyser la situation. Mais depuis, t'as pas fait de nouvelles régressions pour essayer de savoir. Si. J'ai eu 5 ans pour vivre tout ça. Mais donc pendant cette session-là, lorsque j'ai posé la question à savoir ce qu'ils voulaient dire par là, ils m'ont rien répondu. Et l'hypnothérapeute m'a demandé finalement de leur poser la question afin qu'ils me montrent ce qu'ils voulaient dire par là. Et ils m'ont montré des symboles, donc des hologrammes entre nous, des hologrammes donc l'un d'entre eux, il y avait un triangle renversé, donc la base était au sommet, un triangle isocèle, avec 3 boules noires sur chaque pointe. Voilà, donc une boule noire pour chaque pointe. Et il y avait aussi une sorte de... à côté de ça, il y avait un autre symbole, c'était une sorte de canne, c'est difficile à décrire, mais c'est une sorte de canne. Et à côté de ça, il y avait une sorte d'étoile, assez complexe, que j'ai pu aussi dessiner. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que lorsque j'ai posé la question pour savoir ce que ces dessins voulaient, ce que ces hologrammes voulaient dire, encore une fois, ces petits gris m'ont pas parlé. Les grands gris, j'ai plus gris. Les grands gris ne m'ont pas parlé. Et l'hypnothérapeute a commencé à me poser une question qui a complètement chamboulé mes croyances. Lorsque l'hypnothérapeute m'a demandé de me montrer d'où ces dessins venaient, si en fin de compte il me parlait, elle voulait qu'il me montre où je les avais vus auparavant, si ça voulait dire quelque chose pour moi. Et c'est à ce moment-là, en fin de compte, lorsque j'étais sous hypnose à l'âge donc j'avais 35 ans à l'époque, je revivais une expérience quand j'avais 16 ans. Et là, j'ai fait le blackout. C'est-à-dire que c'est devenu tout noir et je me suis rendu compte que je repartais en arrière. Lorsque j'ai ouvert les yeux... Qu'est-ce que tu entends par repartir en arrière? Alors, c'était une sorte de mouvement. Donc, j'avais l'impression de partir à reculons en fin de compte, assez rapidement. Voilà. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais en fin de compte dans une sorte de cylindre avec un dôme en verre et j'étais dans un liquide noir et je peux voir à travers. Il y avait 2 sortes de pléiadiens. Je ne sais pas si vous connaissez les pléiadiens. C'est une sorte voilà. Donc c'était les mêmes visages que j'ai vus avec Zohar pendant cette rencontre dans mon salon. Et c'était des adultes. Donc là, je les voyais très très bien avec un homme et une femme sur ma gauche. Et ils m'observaient. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas trop de sentiments finalement.
il me regardait, il m'observait et ça s'arrêtait là. Lorsque j'ai décrit cette situation-là, l'hypnothérapeute m'a demandé de sortir de mon corps pour voir plus clairement où j'étais. C'est un petit peu ce qu'elle m'a sorti. Donc, la prochaine scène que j'ai pu décrire, c'est que j'étais sorti de mon corps et là, je décrivais que tout était noir autour de moi et que je pouvais voir un vaisseau spatial de plusieurs kilomètres de long en dessous de moi, que je savais exactement où j'étais à l'intérieur du vaisseau spatial et que je pouvais voir la Terre en dessous. Donc, j'étais dans l'espace. Alors attends, excuse-moi Sébastien, quand tu es sorti de ton corps, donc en astral, tu as pu traverser donc forcément les parois du vaisseau, et le vaisseau n'était pas sur Terre, donc tu étais dans l'espace. À périphérie de la Terre ou beaucoup plus loin? La Terre était assez grande, donc oui, c'était assez proche, on va dire, mais c'était au-delà de la ionosphère, par exemple. Entendu. Voilà, c'était pas, par exemple, au-delà de la Lune, c'était entre les deux. Mhm. Voilà. D'accord. Donc assez proche quelque part. Et je pouvais voir une sorte de fil d'argent qui me reliait à mon corps physique quand j'avais 6 mois seulement. Donc j'étais un bébé dans ce cylindre. J'avais que 6 mois d'âge. Ah attends, oula, ça devient compliqué. Donc dans non, c'est clair. Oui, bah oui, mais pour moi c'est compliqué. Dans ce cylindre, finalement, quand tu as fait ton rewind, tu t'es retrouvé dans un cylindre qui était rempli d'un espèce de liquide noirâtre, et tu n'étais plus en taille adulte, mais tu étais un bébé de 6 mois. D'accord. Et tu t'en rends compte en définitive qu'une fois que tu sors de ce corps-là, où tu t'aperçois que ce qu'il y a au bout du fil d'argent. Pas du tout, non, je l'ai vécu, c'est-à-dire que je pouvais encore une fois voir mes mains, mes pieds, je savais que j'étais un bébé potelé, etc., dans ce liquide. Et j'avais aussi les émotions de ce bébé. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que j'avais 35 ans sous hypnose et je me sentais comme un bébé. C'est-à-dire que j'étais reparti, j'avais les émotions d'un bébé de 6 mois. C'est vraiment très, très bizarre. Et je me sentais très vulnérable. Tu considères que tu étais sous couveuse ou... Non, alors finalement, c'était quoi finalement alors, je vais décrire ça un peu plus tard. C'est-à-dire que le liquide noir, c'est une sorte de liquide biologique qui me recouvrait le corps complètement et il commençait en fin de compte à bouger par lui-même. Ce liquide bougeait comme s'il avait une intelligence. Mais c'était pas une intelligence artificielle. C'était biologique. C'est assez difficile à décrire. Oui, Et lorsque j'ai vécu cette expérience, quand j'ai vu le liquide commencer un petit peu à bouger, etc., j'ai commencé à pleurer sous hypnose à l'âge de 35 ans. Je pleurais parce que ça me faisait peur. Voilà. Et c'est à ce moment-là que la session s'est arrêtée et puis on a un petit peu discuté de ce qui s'était passé. Et c'était très nouveau pour moi. Je fais une petite parenthèse, du coup. Donc ça, cette régression, tu l'as faite à 35 ans. Est-ce que tu as pu en parler avec ta mère de ça, ou je ne sais pas si ta mère est encore de ce monde ou pas? Oui, je lui en ai parlé. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que donc ma mère, comme j'ai essayé de vous expliquer, a fait des séances de Reiki. Elle est devenue maître de Reiki, des choses comme ça. Et lorsque je lui ai parlé de cette expérience, déjà, j'avais une sorte de, quelque part, une appréhension. Parce que j'avais même peur qu'elle ne me croie pas par rapport à ce que j'avais vécu. C'était tellement intense, ça m'a vraiment changé quelque part, que j'ai voulu lui en parler. J'en ai jamais parlé à mon père parce que je savais très très bien qu'il ne m'aurait jamais cru et que c'est pas quelque chose qui l'aurait vraiment intéressé. Donc j'en ai un petit peu parlé à ma mère. Je me suis ouvert à ça et je lui ai parlé de ce triangle justement. Et elle m'a dit oui, mais c'est le triangle d'hiver qu'on retrouve dans notre constellation, qui en fin de compte avec Sirius relie Sirius, les Pléiades, etc. Et c'est un petit tout de suite ça lui est venu à l'esprit en disant voilà, c'est ce que tu as vécu. Et quand je lui ai parlé de Zohr, et de ces Pléiadiens qui étaient dans cet espace-là, elle a partagé une expérience qu'elle avait eue quand elle est devenue maître de Reiki en me disant, ça a vraiment choqué quelque part, qu'elle m'avait vu en tant que Pléiadien avec ma famille des Pléiades pendant cette séance de Reiki, quand elle est devenue maître de Reiki. Et là, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce qu'il voulait dire par là, puisque j'étais un être humain, j'ai eu une expérience, j'ai eu un contact avec
une personne des Pléiades avec ces deux adultes aussi, mais sans réellement savoir qui ils étaient. À l'époque, j'avais pas vraiment trop fait la relation, on va dire. Et est-ce que ta mère comment dire, parlé d'un événement qui te serait arrivé ou qui lui serait arrivé à elle quand tu avais 6 mois? Est-ce Oui, qu'il est oui. arrivé un Alors, événement particulier du style, oui, alors pendant des années, en fin de compte, cette histoire a changé, on va dire, dans ma famille. C'est-à-dire que ma naissance n'était pas, on va dire, régulière, dans le sens où lorsque ma mère est tombée enceinte, elle avait donc un fœtus, un battement de cœur, elle est allée à l'hôpital, et voilà, c'est un petit peu ce qu'ils ont dit. Elle est tombée enceinte, et lorsqu'elle a commencé à travailler sur le toit de la maison familiale, elle a eu une hémorragie. Lorsqu'elle est repartie à l'hôpital pour savoir si le bébé était en bonne santé, etc., ils lui ont dit que finalement, à l'époque, elle avait maintenant 2 fœtus et qu'il y avait 2 battements de cœur. Mais ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est que l'un des 2 fœtus était plus vieux que l'autre, de 4-5 semaines. Et ça se voyait à l'échographie? Et ça se voyait à l'échographie, et ils n'ont jamais compris pourquoi, mais ils ont dit, mais c'est pas grave, c'est une anomalie, parce que l'un des 2 fœtus va mourir. Et lorsque ça a été le cas, elle a perdu donc l'autre fœtus, et ils ont déhydraté ce fœtus donc pendant 9 mois. Tous les mois, elle était injectée afin de déhydrater ce fœtus, afin qu'il ne me perturbe pas, on va dire. Donc finalement, toi, tu serais le fœtus qui était plus âgé, plus fort, c'est ça? Plus jeune. Je pense que c'était celui qui était plus jeune. Plus jeune. Ah, d'accord, c'est le plus âgé qui a pas survécu. Qui n'a pas survécu. Et lorsque je suis né, finalement, au bout de 9 mois, j'ai perdu ma peau. C'est-à-dire que toute ma peau s'est séparée de mon corps. Et pendant 6 mois, j'étais dans cet état de vif, on va dire, où j'avais des couches particulières. Je hurlais toute la nuit. Enfin, je dormais quasiment pas. Mon père, qui était plombier à l'époque, dormait dans la voiture parce qu'il pouvait même plus supporter mes cris, des choses comme ça. Et au bout de 6 mois, ma peau est revenue. Mais pendant cette période-là, donc j'ai eu je sais pas combien de médecins qui m'ont suivi dans toute l'Europe. Hein, c'est pas seulement pour la France, hein, parce c'était la première fois qu'ils voyaient ce genre de. T'étais comme un grand brûlé. Comme un grand brûlé, oui, mais sans la peau, quoi. C'est voilà, ça, c'était à vif. Donc la première couche de l'épiderme avait disparu. Qu'est-ce qui t'a raconté d'autre ce Zor pendant ces 1/4 d'heure où tu avais été conscient, ou alors tu es revenu dans la discussion avec lui parce que tu avais dit que tu avais perdu à peu près 2h30 de temps, tu as pu revenir sur 2h30? Alors non, pas vraiment. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette discussion, on s'est réellement, on va dire, confronté sur les visions que j'avais, dans le sens où j'avais un peu peur de ces visions. Et c'était un petit peu égoïste quelque part, puisque j'aurais très bien pu demander d'où il venait, quelle était sa mission ici, des choses comme ça. Enfin bon, toutes sortes de choses. Mais vu que c'est pas quelque chose dont j'étais vraiment familier, la première chose qui m'est venue à l'esprit finalement, c'était ce que je voyais, ce qui me perturbait dans ma vie finalement. Et il m'a répondu de manière assez énigmatique quelque part, en me disant oui, c'est vrai que tu as vu des cataclysmes et des choses comme ça. Des gens vont mourir, mais c'est pas grave. La mort, c'est juste une illusion. Et voilà, donc c'est toutes sortes de choses reliées à ça, et en me disant que ces visions-là n'étaient pas forcément réelles, puisque ça aurait pu être attribué à une autre ligne de temps. Donc tout ce genre de vocabulaire qui, pour moi, c'est vraiment du non-sens. J'avais vraiment aucune idée de ce dont il parlait. Bon, c'est sûr que j'ai vécu en tant que protestant en France toute ma vie, mais j'ai vraiment été croyant. Donc pour moi, le fait que les gens n'allaient pas mourir, que c'était juste une illusion, des choses comme ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà. Donc je croyais pas vraiment trop à la réincarnation à l'époque, enfin des choses comme ça. C'était vraiment des trucs qui me parlaient pas du tout. Donc lorsque j'ai eu cet échange avec Zor, il m'est revenu après plusieurs sessions pour me dire voilà, je voudrais te montrer le vaisseau spatial. Je voudrais que tu viennes avec nous, et afin de te faire une sorte de visite guidée des lieux. Et là, ça m'a quelque part choqué, et je n'étais pas du tout préparé à faire ce genre de voyage, et j'ai refusé. Pourquoi?
parce que c'était quelque chose qui me faisait peur et j'avais aucun contrôle sur ce qui se passait et je n'étais pas préparé à faire ce genre de voyage. Voilà. Et donc, la manière dont j'ai voulu l'approcher, c'est encore une fois sous hypnose, sans savoir réellement ce qui allait se produire à ce moment-là. Lorsque je suis allé voir l'hypnothérapeute et que j'ai commencé à lui parler de ses pléiadiens, etc., elle a fait aucun commentaire sur le sujet, mais elle a invité cette séance d'hypnose sans savoir exactement où ça allait mener. Et tout de suite, quand j'étais sous hypnose, je me suis retrouvé dans une sorte de sas, comme une sorte d'ascenseur. Et lorsque les portes sont ouvertes, il y avait Zohr qui m'attendait juste à l'extérieur. Et il m'a présenté, il m'a montré en fin de compte une salle assez grandiose avec une sorte de plateforme sur ma gauche où on pouvait voir encore le pléiadien qui était en fin de compte. Le pléiadien, c'était un homme assez barbu avec des cheveux assez hirsutes, des choses comme ça, avec une couronne avec une sorte de trident sur le front. On aurait pu dire que ça aurait été Zeus ou Poséidon, enfin comme vous voulez, hein, c'est un peu comme je le voyais, mais avec cet habit moulant que Zohr avait et avec le triangle sur sa poitrine, et la femme avait la même chose aussi sur sa poitrine. Que c'est le symbole que j'avais déjà vu quand j'avais 6 mois sous hypnose. Donc ça, il avait encore gardé et c'était sur la plateforme. Et là, Zohr finalement va voir ce qui semblait être son père, ou enfin, je sais pas trop la relation qu'ils avaient. Et là, il commence à parler de manière télépathique et j'entendais la conversation. C'est-à-dire que je pouvais les entendre se plaindre du fait que je sois présent dans le vaisseau spatial. L'homme n'était pas vraiment heureux de ma présence, en disant pourquoi est-ce que tu l'as amené ici, il n'est pas censé être là, etc., des choses comme ça. Et Zohr lui a dit non, il est prêt à recevoir l'information, à avoir ce genre d'échange, des choses comme ça. Et moi, je comprenais pas du tout de ce dont il parlait à l'époque. Et là, l'homme m'a interpellé et il m'a dit voilà, lorsque tu t'es incarné dans ce corps physique, tu étais simplement censé vivre des émotions humaines et mourir et revenir à nous. Voilà, c'est un petit peu la manière dont il a présenté. Il a dit, mais maintenant, ta mission a changé quelque part, puisque tu es censé revenir sur Terre et réveiller les consciences humaines. Il appelle ça les graines d'étoiles sur Terre. C'est quelque chose qui me parlait pas du tout, mais OK. Et ça a été un petit peu le message qu'il voulait me donner. Et là, Zohr me montre un pléiadien, un homme sur une plateforme qui est allongé, qui respire, et je voyais respirer. Et il me disait, voilà, ça c'est toi. Et tu es là et tu t'es porté volontaire pour vivre cette expérience humaine ainsi que d'autres expériences dans le cosmos. Alors, il me parlait finalement que mon esprit ou mon âme s'était dupliqué ou partagé entre différents êtres dans le cosmos et cette vie-là sur Terre en faisait partie. Voilà, c'est un petit peu ce qui me quelque chose de tout nouveau pour moi encore, mais c'est la manière dont il a expliqué. Donc, quand je suis revenu sur Terre, on va dire, après cette séance d'hypnose, j'avais tout de suite l'impression d'avoir téléchargé de l'information sans savoir exactement ce que c'était. Et je sentais quelque chose dans ma nuque, quelque chose d'assez puissant, d'assez énergétique, mais sans savoir réellement ce que c'était. Et je suis reparti dans mon travail avec acharnement, mais en ignorant complètement ce genre de message pendant au moins 3 ans. 3 ans et demi. Parce que, encore une fois, ce genre de message en me disant, voilà, il faut que tu réveilles les consciences humaines et des choses comme ça, franchement, moi, ça me parlait pas du tout et je me disais, je sais pas par quoi commencer. Alors, je l'ai ignoré. D'accord. Sébastien, si je sais pas, mais t'es un pur polyabducté. Hein. Je veux dire, ton récit il ressemble comme 3 gouttes d'eau à des milliers de récits, notamment relatés par ce monsieur-là que je te conseille de lire, Corrado Malanga, qui a fait 3500 séances d'hypnose. Ok. Et donc, qui est le spécialiste mondial des abductions. Bon, tout ce que tu décris, c'est du grand classique, quoi. Oui, bien sûr. Bon, quelque part, moi, j'ai jamais eu d'intérêt à ce sujet-là, donc c'est sûr que bon, j'ai vu des films,
la rencontre du troisième type et des choses comme ça, mais bon, ça s'arrêtait là. Après, c'est sûr que mon expérience n'est pas, on va dire, régulière, dans le sens où j'ai une interaction directe avec ce genre de personnages qui ont voulu avoir une certaine communication et pour essayer de mettre sur le droit chemin, on va dire, au niveau de la conscience, mais moi, ça ne me parlait pas du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout par quoi commencer. Et c'est mon travail avec NSO, avec la plateforme de NSO, donc pour le site web, a vraiment commencé à partir du mois d'août. Où là, j'ai réalisé que c'est en créant une certaine plateforme de réseau qui pouvait justement aider les gens qui ont un certain message, donc on va dire fournir des outils pour réveiller les consciences humaines, puisque moi, c'est pas vraiment mon travail. Mon travail en tant que comme d'affaires, ce serait j'ai dépensé de l'argent pour développer ce site web, j'ai aucun financement autre, et j'ai commencé donc à créer ce réseau, à m'entourer de personnes qui ont des outils pour aider les gens à se réveiller. Et je sais que par exemple, pendant les 5 prochaines années, il y aura un réveil, on va dire, de conscience qui va s'achever et qui va complètement changer notre réalité. Mais enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, tous les gens que tu me décris là, ce sont pas des éveilleurs de conscience, hein. Ce sont des gris, des pléiadiens, c'est la pire race. Alors non. Alors les pléiadiens et les grands gris, finalement, alors ce qu'il faut savoir, ce que j'ai découvert par la suite, c'est que tous ces êtres-là ont leur agenda. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ces extraterrestres ont leur propre agenda, ce qui est un agenda de survie. Nous sommes tous des hybrides, c'est-à-dire qu'on a tous été créés par rapport à leur agenda en particulier. Et cette alliance qui existe entre les différents êtres est là pour éviter une sorte de guerre interstellaire. Et nous sommes ces échantillons. En fin de compte, nous sommes une sorte de grand laboratoire sur Terre et on est là pour être testés. Ils apprennent de nous finalement. Ils apprennent de nos émotions, pas forcément de nos expériences physiques, mais cette réaction que nous avons pour essayer on va dire, de partager nos expériences entre les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, toutes les races qui existent sur Terre finalement, on peut s'accoupler, on peut devenir amis, des choses comme ça, qui est quasiment insensé dans le cosmos. Donc ça permet à ces êtres-là d'apprendre sur cette relation. Alors, attends, je comprends. Ils s'en foutent complètement de ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre âme. Ils n'ont pas d'âme, ils veulent notre âme. Parce que oui, l'âme, il la contrôle déjà. Donc, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils savent contrôler l'âme. Si, ils savent contrôler l'âme, puisque les Pléiadiens ont une âme aussi. C'est-à-dire que ce sont des hôtes. Okay. Donc, pour eux, il y a, on va dire, l'être de lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière. On vient donc d'une partie du cosmos, on va dire, de la source. On va l'appeler la source. Ces êtres-là, donc, sont volontaires pour aider ces êtres-là, et eux, en sachant qu'ils peuvent manipuler cette âme, peuvent la diviser afin d'avoir différentes expériences. Et nous sommes cette expérience sur Terre. Mais non, ça c'est ce qu'ils t'ont mis, ça c'est la mémoire alien active que toi tu as. Non. Tu racontes ça. C'est même pas eux qui me l'ont sorti, ce sont des êtres de lumière qui me sont venus. J'ai eu 5 êtres de lumière qui me sont venus et qui m'ont parlé de cette expérience. Eh ben, va voir un hypnothérapeute professionnel en hypnose régressive ésotérique. Il va te faire toucher ces êtres. Tu verras que derrière ces êtres de lumière, il y aura des reptiliens. Et ça, c'est sûr et garanti. Et pourquoi? Mais parce qu'ils utilisent cette méthode. Parce que, je te l'ai déjà dit, c'est 3500 cas d'hypnose, tout est écrit là-dedans. Ouais. C'est de la manipulation. Ce que tu racontes, c'est du New Age. C'est du New Age que pour toi, tu nous racontes ça. Tu vois? Ok. Il va falloir que... qu'est-ce que tu penses que tu faisais à 6 mois abducté dans un liquide noir? Tu crois qu'ils faisaient de l'éveil de conscience à 6 mois? Je pense qu'ils sont... Alors, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'ils ont utilisé ce liquide pour régénérer ma peau qui avait disparu. Pour moi, tu es un pur hybride. Hein. On est tous des hybrides. Pas tous. Beaucoup. Parce que, évidemment, Pietro le Bouffe, à partir de l'homo habilis, on est devenu des hybrides dans le sens où il y a eu manipulation génétique à partir de l'homo habilis. Mais certainement ni par les Pléiadiens, ni par les gris. Alors, les grands gris font partie de cette alliance. Et c'est sûr que les reptiliens sont complètement à part de cette alliance.
ils n'en font pas partie. Donc, Dans eux, toutes les ils ont, ils ont un agenda à part. Dans toutes les séances d'abduction, on voit les blonds, les pléiadiens, on voit les grands gris, on voit les reptiliens, on voit les petits gris, ils sont tous ensemble. Toi, tu as une mémoire alien active qui te fait croire tout ça. Non, non. Là, on va essayer de condenser tout ça sur un peu plus d'une heure. J'en ai parlé pendant à peu près 4h30 en direct à la radio américaine. Et je peux très bien vous dire, j'ai eu des relations avec les reptiliens aussi. Et je sais que c'est pas du tout, j'en fais pas partie, c'est pas du tout l'agenda. Mais attends, déjà, tu sais pas, toi. Ah si, je sais, oui. Mais non, tu peux pas le savoir. Parce qu'il t'est manipulé de A à Z. Tu peux pas le savoir. Non. Toi, tu pourrais le savoir. Je ne suis plus manipulé si je suis arrivé à la source moi-même en connaissant, par exemple, l'agenda qui existe pour notre monde et notre univers au complet. Non, ça c'est ce vous avez des croyances par rapport au bouquin que vous lisez, qui n'a rien à voir par rapport aux séances d'abduction. C'est pas une croyance par rapport au bouquin qu'on lit, c'est des croyances par rapport à 25 ans, à peu près 25 ans pour Corrado Malanga, 40 ans pour les autres hypnothérapeutes, c'est des scientifiques, c'est pas des huluberlus. C'est 3500 cas d'hypnose et aujourd'hui encore, d'accord, parce que maintenant aujourd'hui on n'a même plus besoin d'hypnose pour pouvoir avoir ce cas-là. Donc c'est pas quelqu'un qui se met à raconter une histoire, qui écrit un livre et moi je lis le livre. Ça m'intéresse pas. C'est pas le cas de ton Auburn qui écrit un livre qui est faux à 95%, quoi, hein, qui dit que la race humaine elle est dégénérée et qu'il faut attendre les gestionnaires qui sont là pour nous éveiller. Ça c'est du pur New Age. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans le crâne. Hein. Non, moi, j'ai pas lu son bouquin en complet. Oh, le lis pas. Bon, mais ça, c'est à lui de voir. Après, c'est son histoire. C'est un businessman, quoi. Il vend des lampes à 20 000 €, c'est bon, quoi. Oui, alors bon, il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai aucun agenda financier puisque j'ai vendu mon entreprise il y a 2 ans de ça. Je suis à la retraite à 40 ans. J'ai pas besoin de me faire de l'argent ou de notoriété par rapport à ce sujet-là aujourd'hui. La façon dont j'agis aujourd'hui, c'est partager donc mon expérience. Vous avez votre choix, votre opinion sur ce que j'ai vécu sans me connaître. Après, c'est sûr que vous avez une interrogation sur le sujet. Tout le monde s'interroge sur le sujet. C'est pas si façon de s'en connaître. Ton histoire, elle est hyper classique. Je veux dire, c'est pas comme si c'était une histoire. Tiens, ce soir, j'entends la première fois cette histoire-là. Je l'ai déjà entendue, je sais pas moi, 1000 fois, 1500 fois l'histoire. En fait, Sébastien, ce que dit Silvano, il remet pas du tout en question ton histoire. Hein, il pense qu'elle est tout à fait véridique. Par contre, ce que je comprends de ce que dit Silvano, c'est que il pense que tu es tout simplement manipulé sans le savoir par ces races qui sont alliées, c'est-à-dire les Pléiadiens, les Gris et les Grands Blonds. Et que c'est dans leur politique alors après, tu vas nous expliquer, Silvano, pour pouvoir manipuler après des plus grands groupes, de pouvoir faire passer des messages comme ça. C'est comme ça que je le comprends. Mais par contre, il ne remet pas en question le fait que tout ce que tu as vécu, tu vois, tu l'as bien vécu. Les êtres de lumière avec qui j'ai interagi m'ont expliqué que les Pléiadiens me mentaient déjà. Donc Silvano, ça répond un petit peu à votre question déjà pour savoir que oui, les extraterrestres ont un agenda en particulier. C'est eux qui m'ont illuminé par rapport à ça et ils m'ont aussi montré les races reptiliennes et des choses comme ça pour dire que eux aussi avaient des agendas très néfastes pour l'humanité. Tout ça, j'ai déjà vécu. Je suis passé par des expériences assez incroyables à ce niveau-là. Et s'ils étaient eux-mêmes reptiliens, pourquoi est-ce qu'ils, dans ce cas-là, ils auraient contredit leur race, ils m'auraient dit que voilà, finalement, c'était des personnes assez négatives, qu'il ne fallait pas les écouter, qu'il fallait se sortir de cette ligne de temps afin de pouvoir éveiller notre conscience humaine, qui est finalement, en fin de compte, une conscience universelle. Le message que j'ai reçu, c'est pour nous faire comprendre que nous vivons une réalité qui est tout à fait créée par notre conscience collective et que c'est la conscience universelle qui est là, qui existe, qui devrait, en fin de compte, nous faire découvrir une réalité tout autre qui pourrait justement nous permettre de changer notre monde du jour au lendemain. Ça, c'est le travail que je fais aujourd'hui. C'est ce qui n'a rien à voir avec un agenda extraterrestre pour essayer de nous faire disparaître, de nous faire mentir ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le travail que je fais aujourd'hui.
Mais ça, ce que tu racontes, c'est du pur New Age, quoi. C'est ce qu'on raconte depuis 40 bien ans. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, vous pouvez prendre ça comme New Age. Après, c'est sûr qu'il y a des termes qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de, on va dire, de méthode cartésienne physique pour essayer d'expliquer aujourd'hui si c'est multidimensionnel. Après, c'est certain que on peut essayer d'attribuer ce genre d'expérience au New Age puisque ça rentre exactement dans les cordes de ce qui était écrit sur le sujet. Après, bon, c'est sûr que moi, mon expérience est tout autre. Je me sens capable de pouvoir amener ce message aux masses pour essayer déjà d'éduquer les gens sur le sujet, puisque c'est un sujet qui est comme assez tabou, comme vous le savez très bien en France comme ailleurs. Oula, et moi, j'ai rien à gagner à faire ce genre de travail. Mais je sais aussi que j'ai eu une ouverture d'esprit très très large en repartant vers la source plusieurs fois, en essayant de me faire aussi découvrir les univers multiples qui existent. Donc, à travers le cosmos, il existe énormément d'univers, des différentes lignes de temps. Tout ça, je suis passé par tout ça pendant mes 5 dernières années. Donc, c'est sûr que j'ai une ouverture d'esprit beaucoup plus large que je l'avais il y a 5 ans. C'est certain aussi que je suis assez jeune, assez nouveau, on va dire, sur le sujet, puisque j'ai jamais lu de livre sur le sujet auparavant, puisque je suis assez paresseux à ce sujet-là, donc je ne lis pas de livres, puisque je ne veux pas être non plus induit en erreur par rapport à ce qui a justement déjà été écrit. Donc, c'est certain que vous allez recevoir des informations dans des bouquins aujourd'hui avec des corrélations avec d'autres types d'abductions, des choses comme ça. Je pense personnellement que mon expérience va au-delà de l'abduction en particulier. Ça, c'est l'une des expériences que j'ai vécues, mais je suis passé bien au-delà depuis ce temps-là. On a été arrivé à 2015. Donc oui. là, on est début 2017. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Et en 2016, je suis parti à Joshua Tree en juin. Et un conférencier m'a invité à une conférence qu'il organisait à Sacramento. Et c'est là où j'ai rencontré d'autres hôtes de radio, des choses comme ça. Et c'est là où je me suis aperçu que finalement, c'est un petit peu le but de réveiller les consciences à travers ce site web qui devait être multilingue. Donc, essayer de changer un petit peu la perspective de ce qui existe aujourd'hui pour réveiller les consciences humaines par ce biais-là. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Et je fais ça de manière volontaire, gratuite, c'est-à-dire que je ne prends aucun frais pour partager cette information sur mon site. Voilà. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et depuis ce temps-là, donc au mois de septembre, entre août et septembre, je suis parti en France. J'ai dû rencontrer notre distributeur français à Strasbourg. Pendant cette expérience-là, j'ai vu plusieurs sites, des choses comme ça. Je suis revenu au Canada et mi-septembre, j'ai eu cette vision avec ces êtres de lumière qui ont partagé cette expérience de la source et pour me montrer que finalement, donc les Pléiadiens me mentaient. Ils m'ont parlé des reptiliens. Ils m'ont présenté un petit peu l'agenda. Qu'est-ce qui s'est passé mi-septembre? Parce que là, tout d'un coup, tu parles des êtres de lumière que tu n'avais jamais parlé avant. Cette expérience, donc j'étais en fin de compte, encore une fois, dans mon salon. Là, il y avait de la lumière, je m'attendais à rien. J'étais en train de regarder des posts des messages sur Facebook, des choses comme ça. Et autour de 10h30 du soir, j'ai commencé encore une fois à sentir une sorte d'énergie qui changeait dans la pièce sans savoir exactement ce que c'était. Et au bout de plusieurs dizaines de minutes, c'est autour de 11h du soir, là, tout à coup, j'ai vu 5 archanges que je pourrais considérer comme archanges. C'est un petit peu l'analogie que je pourrais donner, mais ils n'avaient pas d'aile, rien. Hein, c'était vraiment des êtres de lumière qui étaient devant moi, avec des robes blanches, avec des yeux très, très perçants, des cheveux blancs qui étaient assez longs. Ils me regardaient tous et il y en avait un qui avait un bouquin, un grand volume, un livre entre ses mains. Et c'est celui-là qui est venu vers moi, vers mon divan. Et il était vraiment très, très, très proche de moi. Il n'était même pas à quelques centimètres de moi. Et il me regardait comme ça en me présentant ce livre devant moi sans savoir exactement ce que c'était ou ce que s'y allait faire. Et là, je mets mes mains sous le volume et là, je fais un blackout complet, c'est-à-dire que tout devient noir. Et là, je rentre dans l'espace et là, il commence à me parler télépathiquement en me disant « Maintenant, on va partager avec toi l'expérience du temps et de l'espace. » Et c'est grâce à ça qu'ils m'ont démontré, déjà à travers l'espace, que les Pléiadiens me mentaient,
que les reptiliens étaient là, qu'il y avait un agenda qui existait, comme quoi ils étaient là pour revenir sur Terre, pour, on va dire, détruire la race humaine et puis reprendre possession de la Terre. Tout ça, j'ai déjà vécu. Donc, eux m'ont averti de ce cas-là. Ce que tu dis finalement, Sébastien, c'est vachement intéressant parce que ça va dans le sens de ce que disait tout à l'heure Sylvano, c'est que les Pléiadiens te mentaient, les Grecs mentaient, et tout ce que tu avais reçu comme information avant, c'était juste de la pure manipulation. Et, par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est que le mouvement que toi, tu as lancé par rapport à la création de ton site, etc., tu l'as fait avant le mois de septembre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est que tu avais... J'y pensais déjà au mois d'août. Sans l'avoir créé, j'ai commencé à créer le site qu'au mois d'octobre. D'accord. Mais quand tu avais l'idée de créer ce site, c'est parce que à la base, c'était pour passer quel type d'informations? C'était des informations initialement pléiadiennes, on va dire. Non, c'était pour réveiller les consciences humaines puisque c'est un petit peu le message d'origine. Donc après ça, mon expérience qui m'a apporté différents détails a un peu renforcé ce que je voulais faire, mais différemment. C'est-à-dire que on m'a donné plus de guidance, enfin plus d'outils, on va dire, pour former ce site web-là avec des personnes qui pouvaient justement contribuer à partager ce message-là. Alors, est-ce que ça t'a pas mis dans la confusion tout ça? Parce que tu vois, moi j'essaie de suivre ton cheminement. Pendant 5 ans, tu t'éveilles à un monde que tu pensais complètement impossible, que tu pensais de la SF jusque-là. Tu t'aperçois que finalement tu as été abducté très jeune, mais même dans la petite enfance, qui t'ont peut-être même sauvé, hein, parce qu'avec les problèmes de peau que tu avais, etc. Donc tu peux même les considérer comme des sauveurs pendant 4-5 ans comme ça, et du jour au lendemain, tu vois, on t'apprend que tout ça, c'est de la manipulation, donc ça doit remettre complètement encore en cause ce que tu avais construit pendant ces 5 années. Pas totalement, puisque quelque part, j'ai compris leur agenda. C'est-à-dire que j'ai pu observer cette situation d'un point de vue beaucoup plus élevé que leurs êtres au complet, en fin de compte, en les voyant avec des défauts, comme nous avons des défauts en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que je ne les voyais pas comme des dieux ou comme des êtres élevés, plus élevés que nous. Ils ont aussi leurs tares, ils ont aussi leurs défauts, et c'est un petit peu ce que ces êtres de lumière-là ont partagé avec moi, pour me faire comprendre que oui, ils nous mentent pour leurs raisons. C'est-à-dire que si on avait accès réellement à notre origine, d'où on venait exactement, etc., on ne serait plus volontaire pour les aider dans leur mission à eux. Puisque chacun d'entre eux a leur mission, et c'est leur mission propre pour leur propre peuple, et chacun donc a une mission très différente l'un de l'autre, mais ils ont créé cette alliance justement pour s'aider mutuellement, qui n'a rien à voir avec nous, puisque nous sommes manipulés dans le procédé, c'est certain. Et il existe d'autres êtres qui ne font pas partie justement de cette alliance, qui ont aussi leur agenda et qui ont créé des hybrides sur Terre comme nous le sommes. Alors, est-ce que finalement, à un moment donné, tu vois, et c'est là où je rejoins peut-être Sylvano, c'est de se dire comment être sûr, tu vois, que ces êtres de lumière-là sont pas tout simplement aussi en train de te manipuler, et peut-être que dans 3-4 ans, tu vas avoir encore d'autres êtres qui vont venir te dire que, tu vois, comment tu peux en être sûr à un moment donné? Alors déjà, bon, pour savoir que je suis déjà revenu vers la source, donc je suis reparti vers la source, donc l'origine. Bon, je suis passé par ce qu'on appelle le paradis, des choses comme ça. J'ai même vu d'autres types de paradis parallèles pour d'autres types d'univers. Donc ça, c'est très très complexe à exprimer. Après, pour ce qui est de la source qui est au-dessus de ça, je me suis aperçu que finalement, nous ferions partie d'un programme. Donc l'univers ferait partie d'un programme. Une matrice? Une matrice, exactement. Donc la matrice qui serait la création de ces différents programmes, et qu'aujourd'hui nous vivons cette réalité par rapport à notre conscience collective. On apprend dès qu'on est, d'ailleurs on est programmé, dès qu'on est, on apprend que l'herbe est verte, que le ciel est bleu, que tout ceci, on apprend les figures géométriques, des choses comme ça, des trucs très très simples, mais qui font partie de notre réalité. Alors que finalement la réalité est très très beaucoup plus complexe que ça. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu en repartant vers la source, et ce qui m'a choqué quelque part, puisque je ne m'y attendais pas du tout. Et en repartant vers le cosmos, comme une sorte de fibre optique,
je me suis aperçu que finalement, oui, on faisait partie d'un programme gigantesque et que les défauts qui existaient parmi les Pléiadiens ou les reptiliens, des choses comme ça, étaient des erreurs qu'il faudrait corriger afin de redevenir afin qu'on redevienne un ensemble cohérent, afin de dépendre l'univers, puisque c'est un univers en expansion et qui a besoin d'exister par cette conscience universelle. Ouais, mais c'est à qui de les corriger? C'est pas à nous, si? En tout cas, je vois pas pourquoi. Parce que nous sommes tous des êtres de lumière à la base. Nous allons au-delà des êtres, des E.T., des extraterrestres, nous allons au-delà de ça. Et nous sommes tous volontaires. Nous sommes tous volontaires. Quand tu nous expliques qu'ils nous ont créés pour pouvoir faire des expériences, pour pouvoir physiquement, dans cette réalité-là, mais en allant au-delà de ça, nous sommes tous des êtres de lumière et on est volontaires pour toutes ces missions-là sur Terre ou ailleurs. On est tous volontaires à la base. Oui, mais alors pourquoi est-ce que finalement les êtres de lumière, plutôt que venir nous voir nous pour qu'on fasse ce travail-là, pourquoi est-ce qu'ils iraient tout simplement voir les Pléiadiens, les Gaïa et compagnie? Moi, ils me sont venus. Ils vont se présenter à d'autres personnes sur Terre pour faire le même type d'éveil de conscience, puisque finalement, ils sont aperçus qu'il y existait un espoir parmi les Pléiadiens, parmi d'autres races, afin qu'ils apprennent les émotions humaines, afin qu'ils apprennent de ces émotions-là, puisqu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'émotions propres à eux-mêmes et ils apprennent de nous afin de pouvoir évoluer et de refaire partie de cette conscience universelle. Puisque finalement, c'est grâce à ça que l'univers peut être en expansion. C'est grâce à ça. Ce que j'ai découvert, c'est que aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une expérience assez atypique, puisque nous sommes en phase de transition. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas finalement à redécouvrir qui nous sommes, à changer cette conscience collective, ce sera quasiment la dernière fois que ça existera sur Terre, sur cette réalité-là. Voilà, c'est un petit peu le message qui m'est arrivé et qu'on a à peu près 5 ans pour changer cette réalité-là. Très honnêtement, Sébastien, ce genre de discours-là, c'est un discours qu'on entend dans des discours effectivement New Age depuis très longtemps, voire limite sectaire, tu vois. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la source, parce que c'est ça et c'est vraiment un vrai message que je veux faire passer auprès de tout le monde, si la source c'est l'amour inconditionnel de tout. Voilà, c'est un amour qu'on ne peut même pas mesurer tellement il est parfait, tellement il est sublime, etc. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on aurait un ultimatum? Un ultimatum, c'est le terme que je cherchais, merci, de 5 ans pour pouvoir évoluer, sachant que peut-être toi tu vas évoluer, moi je vais évoluer, Sylvano va évoluer, Aurore va évoluer, mais peut-être que le Gus qui est à l'autre côté de la planète, il va pas le faire, et puis sur 7 milliards, il y en a un paquet qui vont pas le faire, donc ça signifie qu'on serait tous condamnés. Tu vois, ça, ce discours-là, moi j'ai du mal, pour moi il n'est pas compatible avec un amour inconditionnel de la source. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça. Donc finalement, la condition de temps qu'on a sur Terre est vraiment typique à ce qu'on a, c'est notre croyance terrestre qui n'existe pas dans le cosmos. Donc déjà, l'aspect du temps, c'est simplement pour mettre les choses en perspective, pour dire 5 ans aujourd'hui par rapport à cette date-là, c'est un événement qui a sûrement déjà existé dans le cosmos, puisqu'il n'y a vraiment aucune limite entre le passé, présent et futur. Moi, j'ai personnellement aussi voyagé dans le futur, je suis reparti dans le passé. Enfin, j'ai vécu pas mal d'expériences comme ça, qui me permettent de comprendre que finalement le temps est quelque chose de très malléable et que oui, si on considère que on peut changer, on peut arrêter le temps, on peut changer notre réalité, 5 ans ne veut absolument rien dire. Ok, là on est d'accord. À savoir que c'est par rapport à cette réalité d'aujourd'hui, on dit 5 ans aujourd'hui par rapport à cette réalité que nous avons sur cette réalité-là, sur ce plan de conscience actuel. Cette réalité-là va changer puisque finalement le temps n'est rien. C'est-à-dire que le temps va changer et va nous permettre de comprendre qu'il existe autre chose au-delà de cette réalité-là qui nous ancre dans cette dimension avec ces gouvernements, etc. Puisqu'on n'a même pas conscience de ce qui existe dans d'autres réalités. On ne l'a jamais vécu sur ce plan-là. Donc, c'est sûr qu'on a du mal à comprendre ça. Donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer quelque part, c'est qu'une fois qu'on aura achevé une fréquence supérieure à celle qu'on a aujourd'hui, le temps n'aura aucune importance. Aucune importance. Alors, pourquoi mettre en avant cette notion de 5 ans? Parce que c'est cette réalité-là dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est pour donner une notion
pour les gens qui vivent dans cette réalité-là aujourd'hui, qui existe déjà, qui va arriver de toute façon d'ici les 5 prochaines années, mais on va arriver à ce résultat-là, et une fois qu'on arrivera à ce résultat-là, ces 5 ans-là, cet ultimatum-là n'aura plus d'importance. Ça disparaîtra complètement de nos consciences collectives. Donc moi, je vous donne une idée par rapport à ce dont on a besoin de faire aujourd'hui pour changer notre idée sur la conscience, d'où nous venons, etc., qui nous sommes, afin de se réveiller mutuellement, puisque lorsque vous parlez de l'expérience personnelle, non, c'est pas une expérience personnelle, c'est une expérience collective, qui est très très différente. Nous avons besoin de nous réveiller mutuellement les uns les autres afin de pouvoir embrasser ce système de conscience universelle, qui est très très difficile à achever, puisqu'il y a à peu près 6 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui qui vivent en dessous du niveau de la pauvreté. Donc nous sommes en fait dans cette minorité de conscience d'où on peut justement communiquer les uns aux autres avec Internet, avec les outils que nous avons aujourd'hui, afin justement de pouvoir partager ce message d'amour, de compassion, afin de justement pouvoir entrer en ligne de compte avec ces autres civilisations qui existent, par exemple en Inde ou en Afrique, qui utilisent déjà ce niveau de conscience. Le nom Nsuo, que j'utilise pour mon site web, veut dire conscience dans le langage Igbo en Afrique. Ça fait 3000 ans qu'ils utilisent ce mot-là. Donc, le système de conscience n'est pas nouveau. C'est à nous de nous réveiller de cet état végétatif où on est complètement ancré dans cette fréquence, en très très basse fréquence, avec une réalité qui est complètement, on va dire, ridicule par rapport à ce qui existe réellement dans le cosmos. Ceux qui ont même une idée de « Oh, tiens, regarde, il y a un ovni dans le ciel aujourd'hui », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire que oui, il existe des extraterrestres. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette réalité-là? Eux expérimentent déjà une réalité tout autre de ce qu'on expérience aujourd'hui sur Terre. Donc, pourquoi est-ce que ce serait aussi difficile de comprendre qu'on ait finalement accès à une réalité tout autre de celle dans laquelle on est ancré aujourd'hui? Pourquoi? Mais alors moi, je vais te poser une question toute simple. Parce qu'on est quand même dans un monde qui est très moderne, qui est très ancré dans la science, dans le matériel, etc. Il y a 2000 ans, c'était un monde qui était complètement autre, qui était peut-être beaucoup plus ouvert à la spiritualité, à la croyance. Et il y avait un individu qui s'appelait Jésus-Christ, qui a apporté déjà tu vois, tous ces messages d'amour, etc. Et malgré toute la puissance qu'il avait et tout le charisme qu'il avait, et si en plus c'était le Fils de Dieu, alors je te dis pas tous les pouvoirs qu'il avait, finalement, tu vois, en 2000 ans, ça n'a pas beaucoup évolué, voire même ça a peut-être involué. Comment est-ce que, du coup, tu arrives à croire, à te persuader qu'en 5 ans, on sera capable, l'humanité, dans l'état actuel, à changer les choses? Jésus-Christ, à l'époque, n'avait pas Internet. Donc, c'est sûr que, quelque part, il avait des limites par rapport à ce qu'il pouvait faire sur Terre. Ok. Bon, alors, en tout cas, Sébastien, bon, voilà, on aura compris qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on te rejoint, d'autres sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Moi, je laisse tout le monde, à chacun, de se faire son propre avis sur le sujet. Donc, si les gens veulent un peu plus d'informations, ton site, c'est nsuho.com, c'est ça? Oui. Bon, en tout cas, merci d'être venu témoigner sur Miasme TV de ton vécu, de ton expérience, et puis de ce que tu souhaites partager avec les autres. C'est moi qui te remercie, Antoine. Encore une fois, ça sera à chacun de se faire son propre avis, et puis on te souhaite bonne continuation et bonne chance dans ce que tu fais. Je te remercie beaucoup, Antoine. Eh bien, écoutez, maintenant nous allons recevoir Aurore pour la revue de presse. Et ce soir, Aurore va nous présenter le numéro 33 d'Inexploré, donc qui doit être le numéro de décembre, janvier, février. Et j'accueille de suite Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Antoine, bonjour Sylvano, bonjour tout le monde. Alors, ce numéro d'Inexploré, qu'est-ce que tu en as retenu, Aurore?
Alors, plein de belles choses. C'est un numéro qui est très intéressant, comme tous les numéros, hein. Mais celui-ci s'intéresse particulièrement à l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui en ce moment fait parler beaucoup de personnes, beaucoup de monde, parce que plein de gens ont envie de s'ouvrir à d'autres sens, à développer leur perception, à justement l'intuition, s'en fait partie. Et donc on le voit avec beaucoup de personnes qui sont peut-être dans l'accompagnement, qui parlent de guidance intuitive, qui parlent de tous ces phénomènes et qui existent et qui sont en chacun de nous, mais qu'on doit réussir à ouvrir, à développer. Donc voilà, et ça va aller justement explorer ces différentes possibilités, voilà, avec ce numéro 33. Il se posait des questions par rapport à cette intuition, savoir si l'homme a des super pouvoirs, c'est ça? Alors oui, exactement. Voilà, c'est des questions qui sont importantes, surtout en cette période où on s'ouvre de plus en plus. On s'éveille à d'autres réalités, à d'autres choses. Et c'est vrai que là, au départ, il y a donc une petite note du directeur de la publication qui parle bien ouvrir les portes de la perception, où il parle justement de toutes ces possibilités, nos capacités extrasensorielles. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Il y a quelque chose de très intéressant. Que des personnes, 3 groupes de participants, entre autres ceux qui y croyaient, ceux qui n'avaient aucun avis, ceux qui n'y croyaient pas, mais les résultats n'ont pas du tout été les mêmes, parce que justement ceux qui n'y croyaient pas, c'est absolument rien donné du tout. Donc déjà, c'est de croire que toutes ces perceptions existent, que nous pouvons les développer, qu'il y a des possibilités de le faire à travers des ateliers, à travers beaucoup de choses. Et c'est vrai que tout à notre portée aujourd'hui, nous avons cette possibilité aujourd'hui, à l'heure actuelle, de pouvoir justement élargir nos perceptions, et je dis bien non, parce qu'elles sont là, chacun de nous, et c'est vraiment aujourd'hui à notre portée. Voilà, on parle de super pouvoirs et en même temps de nos capacités qui sont souvent en nous, endormies et qu'on peut réveiller. Alors là, voilà, tu es sur une page où on parle aussi d'universaliser la voyance, hein, avec des exercices qui sont faits, avec des possibilités différentes, justement, ou des personnes qui ont fait ces ateliers, à qui on leur demandait de pouvoir simplement, la personne avait une image devant elle et demandait à ces personnes, est-ce que vous pouvez dessiner ce que moi je vois? Et beaucoup de personnes arrivaient à faire vraiment des choses incroyables qui se rapprochaient vraiment énormément de ce que la personne voyait. Par exemple, à un moment donné, la personne était en train de regarder l'image d'un film qui est Matrix dans ce cas-là, avec la couverture, et il y avait justement le personnage Néo qu'on connaît très bien, avec comme il est habillé, et la personne avait vraiment vu comme une cape noire avec il avait réussi à reproduire l'image. Donc on a vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer des perceptions qui sont là et qu'on peut développer de plus en plus en travaillant dessus. C'est un travail qui doit être fait pour développer ça. On doit s'exercer à les développer. Ça, c'est très très important. Donc c'est vrai que c'est un numéro qui va nous plonger là-dedans avec beaucoup d'articles très variés, très intéressants les uns comme les autres, et on apprend beaucoup de choses. Donc ça vaut la peine d'aller s'immerger à l'intérieur. Alors ensuite, Aurore, il y a un autre article qui avait l'air intéressant, c'est sur le masculin sacré. Oui, alors absolument. C'est un article qui m'a beaucoup plu parce que on parle d'un homme qui vivait au Moyen Âge, qui est un chevalier, et qui un jour a ressenti vraiment comme un appel, et il a pris son cheval, il est parti, et à un moment donné, il a senti qu'il devait descendre de son cheval et planter là où il se trouvait son épée, et l'épée, comme si le sol s'était ouvert, et en profondeur, et la partie qui a émergé, ça fait comme l'image d'une croix, et cet homme a vécu une vie d'ermite dans la pauvreté extrême, et en allant vraiment aller en cherchant en lui la part sacrée aussi, mais celle aussi qui est proche de la part féminine, de la part qui fait partie de la sensibilité, de la douceur. Et dans cet article, on parle justement qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher cette part-là en nous
pour pouvoir justement vivre beaucoup plus harmonieusement, et ça permettrait aussi à l'homme de poser les épées et de poser beaucoup de choses qui aujourd'hui provoquent des conflits, des guerres, pour aller faire la paix avec sa part féminine, pour aller simplement à la rencontre de son cœur, et ce féminin sacré être vraiment faire un avec sa part du féminin sacré. Donc la part du masculin sacré rencontre la part du féminin sacré pour ne former plus qu'un. Et à ce moment-là, c'est la douceur, c'est la sensibilité, c'est se donner le droit d'éprouver aussi des sentiments en tant qu'homme, et de pouvoir exprimer aussi cette part-là qui est très importante. Il a dit aussi que la part féminine en nous constitue la racine et la véritable base de notre noblesse intérieure. Et là, donc justement, aussi, une phrase très jolie, c'est marqué « Aucune épée ne peut être maniée si l'on ne possède pas une fleur dans son cœur ». Et la fleur, c'est notre part féminine. Alors bien sûr, en chacun de nous, en tant que femme et homme, existent ces deux parts. Et donc cet article est magnifique. Et tu crois vraiment que, par exemple, Sylvano, lui, sa part de masculin sacré, elle serait capable de rencontrer sa part de féminin sacré? Absolument, j'en suis convaincue. Il faudrait qu'il fasse une émission là-dessus, sur le féminin sacré et le masculin sacré, mon cher Antoine. Voilà, c'est en réflexion, effectivement. C'est très intéressant. Donc, on y apprend beaucoup de choses dans cet article. Et c'est vrai que ceci dit que beaucoup sont les femmes qui demandent à leurs compagnons, à leur mari, justement de faire ce travail en eux pour aller repêcher à l'intérieur d'eux cette part féminine. Donc, c'est souvent aussi une demande de la part des compagnes, des femmes, des mères, voilà, des amis, femmes. Ok, eh ben écoute, on va y penser. C'est une bonne réflexion. Ouais, un dernier article que j'aimerais qu'on aborde, c'est un article qui m'avait l'air vraiment très intéressant, Guérir au bout du monde, entre autisme et chamanisme. Oui, alors là, c'est une relation entre fils et père, hein, magnifique. C'est un père qui, pour amour de son fils, va l'amener au bout du monde pour aller voir des chamans. Son fils est autiste et il veut donc voir qu'est-ce qui est possible de faire auprès de toutes ces communautés pour pouvoir amener son fils à sortir de cet autisme. Et c'est magnifique. Je trouve déjà de la part de ce père un acte d'amour extraordinaire. Et c'est aussi aller à la rencontre de toutes ces civilisations, de toutes ces cultures extraordinaires qui nous apportent tellement, si on se donne la peine d'aller à leur rencontre. Effectivement, et ça explique un petit peu ce qui s'est passé. Et là, on parle de Namibie, des danseurs du Kalahari. On parle de l'Australie, des secrets arborigènes. On parle vraiment de ce voyage extraordinaire qui les a amenés dans tous ces différents endroits de la Terre, et vraiment à la rencontre de tous ces peuples pour pouvoir vraiment se permettre de guérir. Donc c'est vraiment aussi un très très bel article. Et est-ce que l'article dit s'il y a eu finalement des résultats sur cet enfant, le fait qu'il ait approché ces peuples primitifs, qu'il ait approché des chamans? Alors, c'est vrai que ça a été pour cet enfant une transformation. Il n'y a que regarder les images. On voit plein d'images de toutes ces différentes étapes. Ça a permis à cet enfant de pouvoir justement faire en sorte que de lui émerge peut-être cette part de lui qui pouvait être un handicap à la base devienne un plus pour lui. Ça s'est transformé. Ça a permis, au contraire, de lui permettre de vivre beaucoup d'expériences que peut-être sans cet autisme, il n'aurait pas pu vivre. Donc, ça a été un plus pour lui à travers tout ce voyage extraordinaire à la rencontre de son être, de cet enfant qu'il a pu vivre ça. Et ça, c'est vraiment merveilleux. D'accord. Ok. Bon, donc encore un numéro 33 d'Inexploré très complet. Donc c'est le numéro, alors contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est janvier, février, mars, voilà. Et le numéro 34 sortira en avril. Bien Aurore, on te remercie pour ce passage, on t'attend pour le prochain Happiness dès qu'il sort. Très volontiers, avec beaucoup beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur, vraiment.
beaucoup. Donc voilà, alors je vous laisse plonger dans ce magazine et explorer pour ouvrir votre esprit et votre intuition. Merci beaucoup. Et puis, dès qu'on peut, on demande à Sylvano qui retrouve son féminin sacré. Voilà, absolument. Allez, bisous, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Alors, Sylvano, eh bien, nous devions recevoir Thierry Jamin pour parler de son crowdfunding Alien Project. Alors tu sais que Thierry est passé sur de très nombreux médias, donc il est repassé pour la deuxième fois sur Nurea la semaine dernière, il est passé chez la chaîne de Iverbo, il est passé sur... Il est partout. Moi je crois un peu partout, voilà. Ah oui, sur Stop Mensonge aussi, pendant plus de 2 heures. Bon, moi, je t'avouerai, moi je les ai toutes regardées hein, pour me faire un avis sur son projet, savoir si c'était un fake ou pas fake, etc. On devait le recevoir il y a 2 semaines, et il y a 2 semaines, voilà, il nous avait dit oui, je serai là, et puis finalement il avait eu un problème technique. Et du coup, il devait venir ce soir, et toujours pas de nouvelles de Thierry Jamin. Là, je lui ai relancé par Facebook, et pas de nouvelles. Donc ça fait 2 lapins, et moi j'aime pas trop les lapins. Voilà, ça c'était mon petit message. Donc soit vous dites que vous venez, soit vous venez pas, et puis vous dites que vous venez pas, c'est le plus simple. Voilà, bon en tout cas voilà, se termine donc notre 44e numéro de Miasme. Donc n'oubliez pas la semaine prochaine l'ouverture de la page Tipeee de Miasme TV. Et puis nous on se donne rendez-vous au numéro 45 pour de nouvelles aventures. Merci Sylvano. Bye bye Antoine, bye bye tout le monde.